Bienvenue dans cette exploration du tout dernier numéro de première, celui de novembre 2025. Et difficile de rater la une, hein. Kaamelott est de retour, 20 ans quand même après les débuts à la télé, 4 ans après le premier film. Alexandre Astier revient avec la suite. Forcément, l'attente est énorme. Notre source aujourd'hui, c'est donc ce magazine, Première. L'idée, c'est de le feuilleter ensemble. On va s'arrêter un bon moment sur le gros dossier Kaamelott, évidemment. Et puis après, on survolera d'autres sujets qui nous ont marqués, des portraits d'acteurs, d'actrices, des interviews, des making-of. On va essayer d'en tirer la substantifique moelle, les infos clés et peut-être dénicher quelques pépites. Oui, c'est un numéro assez riche, je trouve. Il reflète bien l'actualité cinéma du moment, avec ce mélange entre les très grosses attentes, comme Kaamelott, évidemment, et puis la mise en avant de nouveaux talents, et aussi un regard sur des sujets de société ou même des aspects techniques du cinéma. C'est assez complet. Alors, on y va. Plongeons direct dans ce dossier Kaamelott. La couverture déjà, avec ce titre « L'histoire sans fin ». Le magazine nous dit que ce deuxième film, en fait, c'est la première partie d'un diptyque. La suite, la conclusion de ce diptyque, elle arrivera en 2026. Du coup, ça pose la question, est-ce qu'Alexandre Astier a vraiment prévu une fin? Jusqu'où ce royaume peut encore grandir? Et puis, quitte de Perceval. L'article nous promet des réponses d'Astier lui-même. Tout à fait. Et l'édito de Gaël Goyen, Le roi s'amuse, il insiste là-dessus. Il dit bien qu'Astier, lui, il voit pas ça comme une série ou des films séparés. Non, pour lui, c'est une œuvre unique. Presque le projet de toute une vie, en fait. Astier dit lui-même, et c'est cité, « J'ai parfois l'impression que ça se fait tout seul ». C'est assez fou de voir comment le ton évoluait. On est parti de la pure comédie au début, et maintenant on est dans quelque chose de plus sombre, de plus, fataliste presque. L'édito parle même d'un créateur dépassé par sa créature. C'est une image forte, ça. Un Frankenstein en armure, où le roi et le scribe ne font plus qu'un. Clairement, l'épopée a mûri en même temps que son créateur. Oui, c'est frappant cette évolution. Et dans l'interview, Mastia aborde aussi son rapport au marketing, au public. Bon, il reconnaît que la com, c'est important, évidemment, pour un projet de cette taille, mais il martèle que l'histoire passe avant tout. Sa position est très claire là-dessus. Ce n'est pas parce que, dès le début, le b.a.-ba de Kaamelott m'appartient, rien ne peut sortir si je ne suis pas d'accord. Il veut vraiment présenter son histoire comme il l'entend, quitte à bousculer un peu les attentes ou les habitudes promotionnelles. Il dit: j'aimerais que ce soit présenté comme ça et pas autrement. Peu importe les effets, comment et pourquoi. C'est quand même une position assez affirmée face à une machine aussi énorme que Kaamelott maintenant. Souligné. Et ce qui est passionnant, et l'encadré Le Mythe contre-attaque en parle bien, c'est comment Astier construit tout ça. Il puise dans les grandes structures narratives, le fameux monomythe de Joseph Campbell, vous savez, ce schéma du voyage du héros qu'on retrouve partout. Mais il cite aussi des influences cinématographiques très précises, Lucas, Milius, Stone, même Mamet. Il prend ces archétypes, ces figures connues, mais c'est pour raconter autre chose. Quelque chose de plus complexe, de plus ambigu, moins manichéen que les récits classiques. L'article va jusqu'à parler d'une sorte de malédiction qui semble insurmontable, qui pèserait sur les héros. Il y a cette idée, qui est résumée par une phrase attribuée à Astier via Vogler, un théoricien du scénario, l'idée que plutôt que de lutter contre la force du mythe, il faut le laisser nous nourrir. C'est un peu comme s'il fallait accepter la puissance de ces vieilles histoires pour mieux les intégrer, les tordre à sa façon. Il y a une vraie réflexion sur la narration derrière tout ça. C'est ça qui est captivant, je trouve, cette tension entre la structure, le mythe presque imposé et la liberté qu'Astier prend avec. Juste pour les détails pratiques que donne le magazine, le film s'appelle donc Kaamelott deuxième volet, partie 1. On retrouve Astier, évidemment, mais aussi Alain Chabat, Christian Clavier. La durée annoncée de 2h36, c'est conséquent. Et la sortie est prévue pour le 22 octobre. On imagine la pression. Bon allez, on quitte un peu la table ronde, on sort de Bretagne. Même si Kaamelott prend beaucoup de place dans ce numéro, Première explore aussi plein d'autres choses intéressantes. On regarde un peu les autres sujets. Elle a été révélée notamment dans Un petit frère à Cannes en 2023. L'article revient sur son parcours. Elle vient du cours Florent, elle a eu une nomination au César et il souligne surtout son investissement dans ses rôles. C'est assez impressionnant.
Oui, elle dit elle-même qu'elle a cru à un moment que sa chance était passée pour le cinéma. Et puis la voilà avec des projets importants comme Hiver à Sokcho. Et pour ce rôle, elle raconte s'être formée pendant des mois comme assistante sociale pour vraiment comprendre le métier. C'est ce que l'article appelle son engagement total. On sent une comédienne qui vit ses rôles très très intensément. Et dans un style peut-être un peu différent, mais tout aussi intéressant, il y a le portrait d'Ella Rumpf. Le titre, Sans complexe. C'est une actrice franco-suisse, elle a eu le César pour Le Théorème de Marguerite. Le magazine la présente comme une vraie force montante, quelqu'un qui a surmonté, je cite, un certain complexe vis-à-vis du cinéma français. Elle dégage une énergie particulière, très instinctive, je trouve. Elle est d'ailleurs à l'affiche d'Espèces exquises. L'article note son parcours déjà international et son approche très personnelle du jeu, moins cérébrale peut-être. Elle dit suivre son instinct. C'est intéressant de voir ces deux profils, ces deux approches du métier, mis en avant comme ça chez les jeunes actrices. Oui, et on change complètement de registre ensuite avec Benny Safdie. On le connaît surtout comme réalisateur avec son frère Josh, Good Time, Uncut Gems. Ces films très nerveux. Mais là, l'Artico Brothers s'intéresse à lui comme acteur. Et pas pour un petit rôle, hein. Dans Smashing Machine, il joue carrément le champion de MMA Mark Kerr, et face à Dwayne Johnson. C'est un défi énorme pour lui. Le film est décrit comme appliquant un concept d'extrême réalisme empathique au film de sport. Bon, quand on connaît le style des Safdie, leur côté très immersif, très brut, on imagine ce que ça peut donner appliqué au monde du MMA. C'est très intriguant de le voir passer devant la caméra dans un rôle aussi central, aussi physique. Ça promet une expérience assez intense, sans doute. Une autre pépite technique dans ce numéro, c'est le making-of de L'homme qui rétrécit, le nouveau film de Jean Kounen avec Jean Dujardin. Le défi, c'est comment on rend crédible un homme tout petit dans notre monde. Et les pages 46-47, elles détaillent tout le processus technique. C'est assez bluffant, franchement. Ah oui, c'est un mélange assez fou de techniques. Pour faire simple, ils ont filmé du jardin sur un décor normal, mais avec une caméra spéciale, une motion control. C'est un bras robotisé qui enregistre tous les mouvements hyper précisément. Ensuite, ils ont refait le même décor, mais en version géante. Et la caméra robot a refait exactement les mêmes mouvements dans ce grand décor. Ça permet d'incruster du jardin en petit dans un environnement qui a l'air réel. Ils ont aussi utilisé la 3D pour scanner et imprimer des éléments, comme une grosse araignée. L'article dit que c'est presque de la chirurgie. Le but, c'était d'avoir un rendu très organique, très réel, pas trop numérique. C'est un super exemple de comment le cinéma aujourd'hui peut marier l'artisanat, presque à l'ancienne avec les maquettes et tout ça, et la technologie la plus pointue, le tout au service de l'illusion, de l'histoire. Le magazine montre bien l'ambition du truc. Changement de sujet encore, avec une enquête A, Amour, gloire et Beaumont. Ça revient sur la fascination récente du cinéma et des séries pour l'affaire Bettencourt. Apparemment, c'est devenu une sorte de roman national, une comédie grinçante. C'est typiquement le genre d'histoire qui attire les cinéastes, parce que ça brasse énormément de thèmes forts. Le drame familial, l'argent, le pouvoir, la justice, la manipulation. L'article parle d'une succession de drames familiaux, de trahison, d'amour fou, de transfuge de classe. C'est une matière première narrative incroyable. Et le côté comédie grinçante, ça vient sûrement du mélange entre le tragique et parfois l'absurdité de certaines situations. On trouve aussi une interview croisée d'Orelsen et du réalisateur David Tomaszewski. C'est pour Yoroi, un moyen-métrage qu'ils ont tourné au Japon. Ça a l'air d'être un projet assez hybride. Ils parlent de démonons, de mythologie personnelle, de paternité aussi. C'est un projet assez singulier, apparemment né d'une idée qui datait de 2012, bien avant l'explosion d'Orelsan. Et puis, le magazine rend hommage à Robert Redford, qui nous a quittés récemment. En 2025, l'article s'appelle « Le blond et nous ». Il revient sur sa carrière immense, bien sûr, son statut d'icône, mais il souligne aussi l'importance de ses rôles plus ambigus, les anti-héros qu'il a pu jouer, qui ont vraiment marqué le cinéma américain, surtout dans les années 70. Une grande figure, c'est sûr. Et puis, pour finir ce tour d'horizon, il y a plein d'autres choses. On apprend le retour de Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad, avec une nouvelle série, à plus dans le pluribus. Il y a aussi un documentaire de Jean-Xavier Delestrade, Retour au Bataclan, sur les survivants des attentats, une réévaluation intéressante du film Master and Commander, des infos sur la série préquelle de ça, bref, de quoi lire. Sans oublier le guide des sorties, bien sûr. Bon. Si on essaie de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient de ce numéro de première ? Il y a l'ombre immense de Kaamelott, c'est clair, cette ambition folle qui continue de grandir.
Mais à côté, on a aussi des éclairages importants sur des talents qui montent, comme Manon Clavel ou Ella Rumpf, des projets intrigants, Benny Safdie en acteur, la prouesse technique de Kounen, et puis toujours ce reflet de l'actualité, que ce soit la société avec l'affaire Bettencourt ou des choses plus personnelles comme le projet d'Orelsan. C'est assez varié. Oui, c'est une bonne photographie du cinéma d'aujourd'hui, je trouve. On voit bien comment les créateurs naviguent entre les héritages, les mythes, les genres, les nouvelles technologies et ce besoin de se frotter au réel, à la mémoire, aux histoires intimes. Il y a une tension, je trouve, entre le besoin d'évasion, le grand spectacle à la Camelot, et puis une recherche d'authenticité, d'histoires plus ancrées, peut-être plus significantes. Et ça amène une question intéressante, d'ailleurs, quand on pense à des projets comme Camelot. Ces œuvres qui s'étalent sur des décennies, qui changent de forme, qui accompagnent leur auteur et leur public pendant si longtemps. Comment est-ce que les générations futures regarderont ces grandes sagas, ces feuilletons cinématographiques ou sériels qui marquent notre époque? Est-ce qu'ils y verront nos grandes épopées modernes, nos nouveaux mythes? Ou est-ce qu'ils y verront aussi peut-être une forme de démesure? Les limites d'une ambition artistique, parfois trop grande, des histoires qui ont eu du mal à trouver une fin, ça fait écho, c'est assez vertigineux, au titre de la couverture « L'histoire sans fin ». C'est une question qui reste ouverte pour l'instant.